Bonjour Christine Mailly. Ce 17 octobre, c'est la journée mondiale de lutte contre la pauvreté. Le réseau wallon de lutte contre cette pauvreté va tous nous mobiliser à Namur mardi prochain. Nous avons pensé que c'est le bon moment pour te poser les 3 questions A. Les oubliés, les gens de peu, les écrabouillés du système, que celui-ci a d'ailleurs largement contribué à rendre invisibles, augmentent chaque jour. Qu'est-ce qui dérape? En quoi et pourquoi le gouvernement fédéral aggrave-t-il sans cesse l'inégalité? Alors c'est vraiment une bonne question parce que c'est quand même l'inquiétude croissante depuis des années, un gouvernement fédéral qui prend des mesures qui accablent les mêmes, les plus faibles, ceux qu'il a soumis, ceux qui sont les plus dépendants en quelque sorte par obligation de la sécurité sociale pour ne plus savoir accéder au travail parce que le travail n'existe plus, en tout cas dans les formes qui leur sont accessibles, parce qu'ils sont en difficulté sociale, parce qu'ils sont malades, etc. Alors on peut se demander pourquoi systématiquement dans les politiques fédérales prises en toute matière, en matière de justice, en matière de santé, en matière de travail, en matière de chômage, en matière de CPS, en matière de famille d'accueil, etc., les dispositions prises accablent, affaiblissent, font perdre du droit, en fait, font perdre l'accès à ce qui porte des hommes et des femmes dans une société. Alors, est-ce que c'est d'avoir vendu complètement son âme au libéralisme complet et à la financiarisation du monde, qui vise à, comme ça, utiliser une partie de la population davantage comme des objets porteurs des défauts du système, c'est-à-dire qu'il y aurait des gens qui seraient fautifs et qu'il faudrait aller traquer sans cesse et tracer, comme si on leur faisait porter la responsabilité des problèmes budgétaires, de l'argent qu'il n'y aurait pas, etc. Et comment ça se fait que l'attention est aussi tournée vers eux et n'est pas tournée vers l'organisation structurelle de la finance, l'organisation structurelle des rapports de force dans la société? Comment on n'est pas plus tourné vers une réflexion sur une économie qui soit construite encore avec, par et pour les humains, plutôt qu'une économie qui soit tournée vers une capitalisation à outrance qui arrive dans les mains des mêmes, etc. Alors, est-ce que le gouvernement fédéral a envie que le regard se porte vers ceux-là pour détourner l'attention des vrais problèmes, du fait de ne pas s'occuper des évolutions environnementales, du fait de laisser échapper les finances publiques, du fait de remettre en cause un modèle solidaire et une sécurité sociale, plutôt que de défendre ce type de modèle-là, du fait de céder à toutes les sirènes de la méritocratie? Ce seraient les gens qui se feraient par eux-mêmes, indépendamment de tout leur environnement, indépendamment de la richesse familiale, indépendamment des patrimoines, etc. Et donc, voilà. Est-ce que également, on n'est pas en face de gouvernements qui courent à leur je vais dire à leur autoreproduction, à la particratie qui veut garder le pouvoir, développer le pouvoir, etc., etc., et qui alors utilise un langage qui séduit une majorité de gens qui font partie peut-être encore d'une classe moyenne aisée et qui ont peur pour l'avenir et qui se disent « Ah oui, finalement, les gens qui posent problème dans notre société, ce sont ceux qui n'ont pas d'emploi, ce sont ceux qui sont malades, etc. » alors que le problème est ailleurs. Donc, on se pose des problèmes, des questions éthiques par rapport au gouvernement, des questions de pouvoir, des questions de rapport de force, des questions de profit. Est-ce que vraiment il n'y a plus de morale? Est-ce que être riche et encore plus riche, c'est une valeur et ça doit se faire en écrasant les autres? Et donc, est-ce que le système est au service de ça? Ou est-ce qu'une société a à construire sa richesse sur base de comment sa population va bien se porter pour être, elle, collaborante à l'entièreté du développement de cette société? Deuxième question. Les pauvres, on les met à genoux. Et la secrétaire d'État NVA, Zuhal Demir, leur propose des sparadraps sur les blessures sociales. Elle annonce que leurs allocations ne permettront pas de dépasser le seuil européen de pauvreté, alors que c'est son gouvernement qui a dégradé les conditions de vie de ces personnes.
Pourquoi la révolte ne gronde pas? Pourquoi est-elle insuffisante? Non, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas suffisante parce que cette déclaration, elle est écœurante. Moi, je l'ai lue comme un coup de poing dans l'estomac. Alors même si je me disais, on n'a pas beaucoup de preuves qu'ils sont en train d'y travailler véritablement, on doit combattre pour essayer qu'ils mettent ce dossier sur la table, etc. Déclarer, quand on est secrétaire d'État à la lutte contre la pauvreté, que la mesure principale du plan fédéral de lutte contre la pauvreté est presque une des rares mesures positives du plan fédéral de lutte contre la pauvreté, parce que ce plan contient beaucoup de mesures qui, au contraire, accablent les gens, les rendent responsables à titre individuel de la situation dans laquelle ils sont, alors que ce n'est pas le cas. Donc cette mesure-ci, elle vise quand même à dire le portefeuille compte, il est nécessaire d'avoir une somme d'argent pour vivre qui soit satisfaisante, dont l'importance permette d'affronter la vie, d'accéder à tous les droits. Et donc que la secrétaire d'État déclare ça, ça devrait nous faire tous sortir de nos gonds, ça devrait mettre tout le monde dans la rue. On sait aujourd'hui qu'on peut acheter des avions qui coûtent cher pour l'armée, on sait aujourd'hui qu'on a beaucoup de mal à organiser, et Dieu sait si le gouvernement fédéral prend du temps, fait un pas en avant, puis fait 2 pas en arrière au niveau de la fraude fiscale, mais aussi au niveau de l'évasion légale de l'argent vers des paradis fiscaux, etc., qui pourrait tout à fait bien alimenter la sécurité sociale, qui pourrait permettre de construire du travail décent, du travail durable, du travail avec un revenu correct, dans des conditions correctes, etc. On sait que tout ça se passe et on voit là qu'est-ce qu'on fait. D'une part, on organise terriblement la traque à la fameuse fraude sociale qu'on surdimensionne et dont on a l'air de dire qu'elle est absolument importante, mais en accablant alors là les droits à la vie privée, le droit des gens à la débrouille quand ils n'ont pas suffisance. Et puis maintenant on vient dire ah mais arriver au seuil de pauvreté, qui est déjà un seuil qui permet de vivre tout juste, hein, il faut le rappeler, ah ben non, ça ne sera pas possible, ça ne peut pas faire partie des objectifs. Alors évidemment la population en général, ben, j'ai envie de dire, elle peut être crédule par rapport à ça. Ah, c'est vrai, il y a des difficultés financières, on ne sait pas comment boucher le trou, on ne sait pas ceci, on ne sait pas cela. Mais il y a des choix à poser, et ces choix devraient nous faire sortir effectivement tous dans la rue. C'est indécent, c'est inadmissible de se dire qu'aujourd'hui des gens peuvent vivre avec 800 €, avec 900 €, avec 1000 €, avec 1200 € de revenu du travail, hein, dans certains cas, dans beaucoup de cas. Le travail à temps partiel, etc., ne conduit pas nécessairement au-dessus de 1000 € aujourd'hui. Et entendre, c'est pas n'importe qui, la secrétaire d'État à la lutte contre la pauvreté. Alors moi je veux bien qu'on dise la pauvreté, elle est multifactorielle, hein, elle est culturelle, elle est sociale, elle est etc. etc. Oui d'accord, je suis d'accord, on doit s'intéresser à ces portes d'entrée multiples de la pauvreté, mais on doit dire aussi qu'elle est dans le portefeuille la pauvreté, et que les gens s'usent à devoir quotidiennement régler des problèmes matériels, perdent leur créativité, perdent leur force, perdent leur énergie à cela, parce que la somme d'argent dans le portefeuille n'est pas suffisante pour vivre. Ça doit nous faire réagir fortement. La journée du 17 octobre, c'est bien sûr une journée qui dénonce les causes de la pauvreté, mais c'est surtout une marche pour reconquérir les droits au logement, à la santé, à l'enseignement, convaincre que les inégalités peuvent être vaincues par des convergences de lutte et ensemble recréer des victoires sociales et humaines. Comment faire? Ah ouais, moi je pense qu'il faut remettre au cœur du débat, au cœur des dispositifs législatifs, au cœur des administrations, la réduction des inégalités, comme outil de travail permanent, outil d'évaluation des politiques publiques, outil d'organisation des droits, outil de répartition des richesses, outil de captation des richesses. Comment inscrit-on la réduction des inégalités? La réduction des inégalités, ben c'est évidemment pour conquérir des droits, pour stabiliser des droits, pour se réengager dans le fait de dire il est normal d'organiser une société de droits, il est normal d'avoir une sécurité sociale forte qui garantit un certain nombre de droits. Il faudrait d'ailleurs introduire dans cette sécurité sociale de nouveaux dispositifs qui tiennent à l'évolution de la vie aujourd'hui. Par exemple, très bien s'alimenter dans les écoles. Est-ce que ça ne devrait pas faire partie peut-être d'un pan à ouvrir de la sécurité sociale, puisque c'est quelque chose qui s'attaquerait à des questions de santé publique,
à des questions d'environnement sur la production qu'on pourrait développer localement en quantité pour que ça puisse se faire, puisque ça redonnerait du temps à des parents en fin de journée pour passer avec leurs enfants à d'autres choses même que faire à manger, puisqu'on aurait mangé sainement, correctement ensemble à l'école, puisqu'on sait que manger en collectivité, ça aide à prendre de bonnes habitudes alimentaires, beaucoup plus que d'être dans la confrontation aux parents qui disent mange des légumes, non je n'aime pas les légumes, hein, etc., etc. Donc on devrait réfléchir les choses comme celle-là, je pense, de façon extrêmement forte. Un autre volet, évidemment, qui est un champ de bataille énorme à l'intérieur de la réduction des inégalités dans notre pays aujourd'hui, et qui est un dispositif appauvrissant à des tas de points de vue aujourd'hui de façon grave et systématique, mais aussi un des dispositifs qui conduit au contrôle social massif, scandaleux, s'introduisant dans l'intimité de la vie privée des gens. C'est la question de l'individualisation des droits. Le fait que les droits ne soient pas individualisés aujourd'hui appauvrissent les gens dans leur portefeuille, dans l'organisation de la vie familiale, dans la vie privée, dans la vie administrative, et rend légitime le contrôle à la fraude sociale. Et ça, c'est absolument grave, et il faut pouvoir aller démonter ce genre de choses-là. Donc voilà, moi je pense que si on ne décide pas que l'accumulation des richesses, mais de toute forme de richesse, l'argent, l'accès à la connaissance, le droit à l'intimité, la vie personnelle, etc., si on ne s'attaque pas à comment tout cela est mieux réparti, et pas de façon condescendante, pas de façon assistentielle, à travers des droits organisés, on n'en sortira pas. Donc moi je propose qu'en toute matière, ce soit le point de référence, le point d'évaluation, le point d'analyse de l'ensemble des politiques publiques, des décisions politiques, de la manière dont fonctionnent les partis politiques, de la manière dont on s'organise en société, de la manière dont on s'organise dans une association. À tous les endroits, on doit se poser cette question-là. Et je pense qu'évidemment, remettre au cœur du débat la réduction des inégalités, l'accès aux droits pour tous, ne se fera que dans une alliance forte entre l'ensemble des acteurs de la société, ceux qui croient ça et ceux qu'on doit convaincre pour s'engager dans cette lutte-là. Et donc que l'on regarde aujourd'hui les services publics, le monde associatif, le monde syndical, le champ mutualiste, l'ensemble des acteurs, et même certains acteurs du monde économique, c'est ensemble qu'il faut revendiquer, négocier, parler, communiquer et dialoguer pour conquérir ces luttes-là. On a aujourd'hui autant des travailleurs qui ont leurs droits complètement conditionnés, à certains d'ailleurs à qui on dit vous n'avez même plus à choisir votre travail, vous êtes contraint de prendre n'importe lequel à n'importe quelle condition, que des gens qui sont hors de l'emploi, que des gens qui sont malades, que des gens qui travaillent dans le privé et dans le public qui ont les mêmes difficultés, les mêmes enjeux, mais aussi peut-être la même force pour venir combattre ensemble. Donc tous ces gens doivent se mettre ensemble, que ce soit depuis la naissance, j'ai envie de dire, jusqu'aux pensionnés. On est concerné aujourd'hui par ce délitement des droits, cette tendance à aller vers une individualisation, une méritocratie accrue, cette mise en concurrence des gens. Et donc nous, on veut une lutte collective pour briser ces mises en concurrence, et on doit également y associer évidemment toutes les populations accueillies chez nous, toutes les populations d'origine étrangère, les réfugiés, etc. Ils ont autant d'importance que nous sur l'ensemble du territoire de la Wallonie et de la Belgique pour arriver à faire quelque chose de prospère au profit de tous.